Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une joie et un honneur de recevoir un de mes amis, Fabien Caudron, qui est plongeur de grande profondeur et qui en plus a une spécification dans la plongée souterraine. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble comment cet état d'esprit de la plongée, cette gestion, cette organisation l'aide dans son quotidien de responsable de centre de profit et comment ça impacte sa vision à lui et son management. Voilà, donc déjà, merci Fabien d'avoir accepté de faire l'entretien avec moi. C'est moi qui te remercie, Julien. Et ça me fait plaisir de pouvoir partager mes émotions avec toi. Ah ben, c'est super parce que ça fait des années qu'on se connaît et Ouais. aujourd'hui, je vais aller explorer avec toi une de tes zones d'excellence parce que j'ai eu la chance de faire une plongée avec toi qui a été quand même une plongée mémorable pour moi. Euh, je ne dirais pas que j'ai pas accroché un petit peu, que j'ai pas un virus de la plongée maintenant grâce à toi, mais pas loin. Ça viendra. Et donc, du coup, pour moi, c'est de faire un parallèle avec ton parcours de plongeur, ton parcours de responsable de centre de profit, euh, et de voir les points communs, comment tu construis un petit peu ce mindset-là, comment ça permet d'avoir ta vision. Et pour commencer, je vais te laisser te présenter, présenter un peu ta passion et ton parcours, qui est riche. En fait, j'ai toujours fait du sport. Moi, j'ai 52 ans. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. Je continue actuellement encore. J'ai découvert la plongée il y a à peu près 25 ans. Et dans tous les sports que j'ai fait, généralement, j'ai changé au bout de 3 4 ans. Et là, la plongée, ça m'a captivé. Donc, j'y suis resté jusqu'à maintenant. L'avantage de la plongée, c'est qu'en fait, on peut évoluer dans les différents niveaux tout au long d'une progression d'année en année, mais aussi on peut évoluer en fonction des techniques, soit de la plongée souterraine, soit de la plongée audio-vidéo en faisant des photos, soit de l'archéologie, soit de la plongée d'épave. Enfin, il y a tellement de choses passionnantes à découvrir qu'en fait, on s'ennuie pas et on continue tout au long des années à rester passionné par la plongée, quoi. Voilà. Donc, ça fait à peu près 25 ans maintenant que je plonge et je suis toujours aussi passionné qu'au départ, quoi. Voilà. Donc, du coup, Maintenant, c'est vrai que ça m'aide dans mon quotidien, on va dire, entre guillemets, dans le sens où la plongée, ça a un caractère un peu déstressant. On verra sans doute après, je vous expliquerai sans doute après un peu le pourquoi, mais et de ce fait-là, ça correspond bien à une passion qui permet aussi de maintenir tout au long de l'année une mentalité qui permet d'aller travailler dans le management, tout ça, quoi. alors, tu vas direct, en fait, tu as créé un lien entre la plongée et cette capacité à se ressourcer. En fait, la plongée, c'est assez déstressant parce qu'on est dans un milieu à queue, donc c'est pas notre milieu naturel, en fait, entre guillemets, même si c'est un milieu que les gens souvent apprécient, parce qu'on a quand même, à l'état de fœtus, on est dans un milieu à queue, donc on retrouve un peu un cocon avec de l'eau. Le fait d'être dans un milieu qui est un peu artificiel pour nous, puisqu'on c'est pas notre milieu de terrien, donc on est obligé de se concentrer sur la technique, en fait, entre guillemets. Et du fait de cette concentration, de cette apesanteur aussi dans l'eau, ben, ça nous amène à ne plus penser à rien sauf à la plongée. Et en plus, en ayant une vision des poissons, des dauphins, enfin, de tout ce qu'on peut voir dans ce milieu, en fait, ça déconnecte complètement des activités qu'on a habituellement, quoi. Voilà. Et Alors, ce qui c'est assez déstressant, en fait. est très intéressant, c'est qu'en fait, tu nous emmènes sous l'angle de la vision, la focalisation, qui permet du coup de voir des choses. Alors, C'est-à-dire ça permet... Ouais. la méthodologie que tu installes permet de te décontracter, permet de te ressourcer, mais te permet aussi de percevoir des choses. Et moi, j'ai déjà un lien qui se crée en fait, c'est-à-dire que il y a la routine, la procédure,
Là, tu nous as parlé tout de suite de canaliser notre cerveau, en fait, Oui. et certaines pensées qui te permettent du coup de voir et d'être au moment présent. C'est très Alors, intéressant. ouais, il y a toute une phase de préparation dans la plongée, hein, et encore plus dans la plongée technique souterraine ou la plongée profonde, hein, donc, où là, on est obligé de se concentrer comme un sportif, entre guillemets, de haut niveau. Donc, on fait des checklists, on utilise des moyens mémotechniques, on fait des what if, voilà. Et puis, après, on se concentre et on part plonger, proprement dit. Ce qui fait qu'en fait, on vit notre plongée avant, pendant et après, quoi. Après, avec les copains, on se raconte ce qui s'est passé, voilà. Ça, c'est tout un rituel, on va dire, un peu comme un skieur qui fait de la compétition ou d'autres sports comme ça, comme le parachutisme, où les gens se refont la chute libre dans leur tête avant de partir, quoi. Voilà. Donc, nous, ben, c'est un peu pareil en plongée technique. On a déjà toute une phase de préparation, toute une phase de check, et puis après, ben, une phase de concentration. Et quand on est dans le milieu, ben là, on se laisse aller, il faut être assez zen, il faut être reposé. Donc, voilà. Et toute cette préparation, toute cette plongée, tout ça nous fait carrément oublier tout le reste, parce qu'en fait, ben, les soucis du quotidien s'envolent, quoi. Voilà. Et on ressort très ressourcé de cette plongée-là. La preuve en est, c'est que même pour les plongées, on va dire, plus, plus, plus courantes, hein, la plongée de tous les jours, la plongée loisir, comme la plupart des gens le font, on s'est aperçu que ça avait un côté déstressant, même ces plongées-là. Dernièrement, il y a même eu des études de fait avec des gens enfin, qui avaient vécu malheureusement le Bataclan, enfin les attentats du Bataclan, et on leur a fait faire de la plongée et ils sont aperçus après l'étude que la plongée bah, aidait à faire face au syndrome, un syndrome post-traumatique de ces accidentés, quoi. D'accord. Donc en fait, là, tu es en train de nous dire que déjà, la plongée a une vertu apaisante, déstressante, et on peut même, à travers cet angle-là, aller travailler des traumatismes. Mais ce que j'ai adoré, ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, est-ce que tu es d'accord avec moi que tu prépares ta vision de ta plongée à travers ces procédures, à travers toute cette méthodologie? En fait, tu as déjà une vision de ce que tu vas faire. Ah ben, oui, c'est impératif en fait. Vu qu'on va devoir choisir des gaz, on va devoir donc choisir du matériel. Donc, on a déjà une vision de ce qu'on va faire. Et puis après, on a une phase de check où on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc, c'est un peu comme en entreprise, hein. On planifie et puis on vérifie et après, on fait, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu dans le même ordre, en fait. Donc, du coup, en fait, Euh, là, tu es en train de nous donner une clé où on peut transposer, c'est-à-dire que c'est par la préparation, par le fait de planifier, de contrôler et d'agir qu'on atteint un résultat. Et là, tu viens nous faire un lien, tu nous as dit le mot là, c'est comme en entreprise en fait. Euh, oui, c'est ça. Est-ce que toi, dans ton quotidien de responsable de centre de profit, euh, tu as vu des améliorations avec ces 25 années d'expérience et toutes ces plongées que tu fais, que j'adore, que tu me racontes, est-ce que tu as le sentiment que ça a amélioré tes capacités de responsable? Alors oui, d'une part par le fait qu'on est quand même assez bon, moi par le fait que je suis devenu moniteur en plongée, ben, on a appris la pédagogie, hein, les bases de la pédagogie. Donc la pédagogie sert aussi au management, hein, puisqu'en fait il faut faire adhérer les gens en plongée, mais il faut faire adhérer aussi les équipes dans le travail. Ça m'a apporté aussi une certaine rigueur en fait dans le travail, de vérifier ce que je dois faire,
de planifier et pas de partir un peu dans tous les sens. Donc tout ça m'a aidé. Et puis après, ben, la plongée, c'est assez scientifique, hein, donc ça permet aussi d'évoluer intellectuellement, Hmm. puisqu'on est obligé de faire un peu de maths, un peu de physique, un peu de biologie, un peu de physiologie. Euh, donc ça sert au quotidien, on va dire, entre guillemets, c'est un développement intellectuel qui, qui sert aussi quelque part dans le travail, avec savoir faire des PowerPoint, savoir donner des cours, voilà. Donc ça, c'est partie intégrante d'un moniteur de plongée. Donc au fur et à mesure des années, on apprend ça dans les différentes formations qu'on peut obtenir et qu'on peut avoir, quoi. Donc en fait, donc si j'ai bien compris, tout ça, ça t'a permis de construire, de clarifier ta vision, enfin de la clarifier, de la construire et de savoir la transmettre pour ton entreprise. C'est ça en partie, oui. Alors après, tout n'est pas transposable, hein, Non, mais voilà. une grande Et majorité. comme dans tout, la pédagogie reste la pédagogie, et qu'on soit dans le monde de l'entreprise, qu'on soit dans le monde de l'éducation nationale ou dans d'autres domaines, ben voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est à faire évoluer les gens et puis faire adhérer les équipes. Donc c'est un peu comme en plongée, ben voilà, on essaye en plus, la plongée, pour moi, c'est dans tout ce qui est bénévolat. Donc, en fait, il faut faire adhérer les bénévoles à Oui, un projet. Et c'est un peu pareil que dans le monde de l'entreprise, oui, effectivement. ouais, c'est super parce que là, en fait, tu es en train de nous donner des clés. C'est des clés de changement, en fait. Moi, ce que j'adore, hein, tu sais, dans ces épisodes à la recherche, enfin, à la rencontre du mental, c'est d'aller chercher des postures d'excellence de personnes que je connais, que je rencontre, et qui nous Mhm. expliquent un petit peu leur construction, en fait. Et là, tu nous donnes une clé que je trouve fantastique, c'est la construction et comment transmettre sa vision. Moi, c'est ce que je rencontre le plus dans le monde de l'entreprise, des gens que je coach, des dirigeants que je coach, les équipes, c'est la difficulté à transmettre sa vision, en fait, ou Ouais, son ouais. orientation. Et à travers la plongée, ce que j'aime, l'angle qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose de très technique, qui est hyper ressourçant pour l'avoir vécu, mais il y a des choses à respecter. Et pour que ça puisqu'on puisse atteindre cet objectif de décontraction, de ressourcement, d'évasion, il faut respecter des choses. Et on peut faire le lien avec le monde de l'entreprise, avec les objectifs, en fait. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il faut pas oublier en plongée, c'est comme dans tout, il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'avant de passer à l'étape suivante, il faut avoir bien acquis son sujet. Si on grille les étapes, ben là, ça devient négatif, en fait. Donc, c'est comme en entreprise, si vous voulez faire évoluer quelqu'un, eh ben, il faut qu'il ait les compétences avant de le faire. On va le former au fur et à mesure, hein, mais il faut qu'il ait les compétences requises pour pouvoir évoluer. Et en plongée, c'est un peu pareil, donc on ne faut pas griller les étapes. C'est pour ça que enfin, ça peut mettre longtemps avant d'avoir tous les niveaux, hein, voilà, on va dire une dizaine d'années avant de vraiment maîtriser et de devenir moniteur. En gros, tous les ans, on franchit une étape, on franchit un niveau, et puis ça se passe bien. Et si on ne grille pas les étapes, on est plutôt très serein. Si on grille les étapes, ben là, on tombe dans un effet inverse qui est stressant, en fait. Et pour ne pas stresser, il faut vraiment bien avoir acquis ses prérequis. Voilà. Donc, on va pas aller directement à 60 mètres, hein. On va passer. Là, pour le premier baptême, on va aller jusqu'à entre 2 et 6 mètres. Après, on va faire des exercices. On pourra aller jusqu'à 20 mètres quand on aura le niveau 1, et puis jusqu'à 40 encadré quand on aura le niveau 2, en autonomie jusqu'à 20 mètres. Enfin, voilà. Donc, au fur et à mesure des années, on franchit les étapes, ce qui nous permet en fait de rester très zen et de ne pas être stressé. Si on franchit pas ces étapes doucement, comme ça, en progression, eh bien là, on arrive dans un effet inverse qui est stressant et qui est contre-productif. Et c'est un peu pareil dans le monde de l'entreprise. Si on fait évoluer trop vite les gens, eh bien, ils n'ont pas forcément les niveaux requis, et ça va sans doute les mettre en échec. C'est pareil.
C'est hyper important ce que tu es en train de nous dire. C'est que tu nous fais un recadrage vraiment de sens sur la fonction qu'on met aujourd'hui dans les postes que je vois, moi. C'est qu'on a tendance à faire monter les gens très très vite et on les amène dans leur zone d'incompétence, c'est-à-dire parce qu'ils ne sont pas préparés, ils n'ont pas eu les prérequis. Euh, si on voit un petit peu la logique, à chaque fois, on est conscient ou inconscient de notre compétence par rapport à une situation. Et là, tu es en train de nous dire que bah, il faut prendre le temps, en fait. Il faut emmagasiner de l'expérience. Il faut sortir de notre zone de confort pour aller dans notre zone d'apprentissage, pour augmenter notre zone de sécurité. Et là, après, on peut passer à l'autre étape. Il ne faut pas C'est griller. ça, et pour même aller plus loin, quand on prend la pyramide de Maslow, bah, faut savoir où on veut aller aussi, parce qu'il y a des gens qui veulent pas forcément non plus un petit niveau, un niveau 1 ou un niveau 2, ça va leur suffire. Et puis d'autres personnes qui vont vouloir devenir moniteurs, et c'est pareil en entreprise, bah, il y a des gens qui veulent pas évoluer, qui veulent rester à leur niveau. Et c'est contre-productif de vouloir les forcer, quoi, en fait. C'est ça. Elles seront très très bonnes à leur niveau, et sans doute d'autres vont vouloir évoluer beaucoup plus vite. Donc il faut leur donner les moyens de le faire. Et c'est pour ça que nous, en plongée, on a une multitude de niveaux à passer, en fait. Et donc les gens peuvent passer assez rapidement, mais il faut qu'ils aient les compétences pour passer chaque étape. Voilà. Et une question là, qui me brûle les lèvres, c'est comment tu fais dans le monde de la plongée pour freiner quelqu'un qui veut aller trop vite? Bien déjà, on va lui imposer en fait un certain nombre de plongées. Par exemple, on va lui imposer un nombre de plongées dans son niveau avant de passer à l'étape suivante. Ou alors on va lui dire, voilà, il faut avoir plongé autant de fois à telle profondeur pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ok, donc vous C'est- lui donnez des Bon. objectifs. Alors, il a des objectifs à avoir en termes de loisirs. Hmm. Et puis, quand il a atteint ses objectifs, bah, il peut aller s'inscrire au cours pour passer l'étape suivante. Ou sinon, bah, certains examens, il faut faire des temps ou tout ça. Donc, il faut qu'il ait une validation des acquis par un moniteur avant de pouvoir se présenter aux examens. Et ça, comment tu le transposes dans le monde de l'entreprise? Là, on est en train d'extrapoler. Comment tu transposes ça avec cette nouvelle génération qui arrive, qui veut aller super vite? Eh ben, ça pourrait être très bien. En fait, je pense que c'est comme tout. Il faut dire les choses clairement avant. C'est-à-dire qu'on peut donner un plan de carrière aux gens et voilà et faire des entretiens avec eux, peut-être de leur dire voilà, ben, quand tu auras acquis ces compétences-là, tu pourras évoluer ou pas faire croire que ça va évoluer trop vite. En fait, dans l'entreprise, le problème, c'est que c'est pas des niveaux. Il faut aussi qu'il y ait les places qui se libèrent. Et donc là, il faut que les gens soient aussi patients parce que j'ai l'impression que maintenant, les jeunes générations veulent être trop rapides. Mais pour avoir une sérénité aussi dans un poste, il faut aussi avoir de l'expérience et de la patience pour pas se brûler les doigts, quoi. Voilà. Hmm. Et alors, c'est pas l'âge qui fait la compétence, hein, ça on est d'accord, mais c'est aussi l'expérience qui fait que les gens vont être plus sereins et peut-être supporter mieux le stress environnant et ne pas faire de burn-out comme on peut le voir avec certains jeunes qui explosent parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément la sérénité pour faire ça. Donc en fait, toi, tu es vraiment partisan de la somme d'expérience et le temps. Le fait de Alors laisser. le temps, pas forcément, parce que tout le monde a des capacités différentes, hein, donc il y a des gens qui vont aller beaucoup plus vite que d'autres. Mais en tout cas, on sait que l'expérience rentre en jeu. Donc là, après, ben, l'expérience, c'est soit on fait beaucoup de choses et on acquiert rapidement, soit ça va être beaucoup plus long puisqu'on est dans tel ou tel poste. Et ben, pour acquérir l'expérience, il va falloir du temps, quoi. Voilà. C'est en fonction des marchés qu'on va obtenir ou des travaux qu'on va faire. C'est pas forcément je dirais, tous les jours, il y a certaines opérations dans le monde de l'entreprise qui se déroulent pas tous les jours. Et par contre, il va falloir attendre pour avoir vu et vécu ces situations, quoi.
Donc en fait, toi, tu es très partisan dans ton management au quotidien de dire clairement les choses, de dérouler un plan, de transmettre ta vision de ce que tu vois et de laisser les expériences s'accumuler pour que ça soit enrichi et de monter toujours en ayant une adaptabilité à la personne, parce que comme tu l'as dit, il y a des personnes qui vont plus vite, il y a des personnes qui vont moins vite. Voilà, Chacun leur histoire, c'est comme en plongée en fait. Il y en a qui sont Mm. très doués, et puis il y en a qui ont besoin de passer par certaines étapes. Euh, Alors, après, dans le monde de l'entreprise, c'est un peu. Enfin, souvent, on fait ramer un peu les gens au départ pour que ça soit plus facile après, hein. On dit toujours bon entraînement, guerre facile, hein. Donc, ben voilà, par exemple, les commerciaux, au départ, on les met sur de la prospection, tout ça, pour pas non plus trop, trop, trop prendre de risques par rapport à une clientèle fidèle et régulière. Donc, une fois que le commercial a acquis ses compétences, ben, il peut passer sur des clients plus réguliers où on prend pas de risques aussi, parce que à un moment donné, il y a l'humain dans l'entreprise, mais il y a aussi l'entreprise. Donc, il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise fait vivre toute une équipe et pas qu'une personne. Voilà. ah, Et donc, dans le monde de l'entreprise, il y a le phénomène d'équipe qui est vrai aussi en plongée, hein, puisque en plongée, il y a des gens qui se sacrifient aussi des fois un peu pour laisser plonger les autres. oui, C'est-à-dire qu'on on va pas mettre tout le monde à l'eau et puis plus personne sur le bateau, quoi, par exemple. Voilà. Donc, de temps en temps, bah, on se sacrifie. Et dans le monde de l'entreprise, c'est un peu ça aussi. De temps en temps, bah, il y en a un qu'il faut qu'il se sacrifie. Et bon, bah, ça fait partie du job, entre guillemets, quoi. au service du collectif. C'est de ramener aussi Voilà. cette vision de collectif dans le monde de l'entreprise. C'est pas une somme d'individus, c'est des individus au service du collectif. Donc, à un moment donné, bah, s'il y en a un, bah, comme tu dis, hein, il reste sur le bateau. Alors, moi, je n'ai pas tes connaissances, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui doivent être à certains étages de profondeur pour encadrer un groupe. Ou... Alors, ça, non, généralement, les groupes sont encadrés par un moniteur ou un guide de plongée, ou, enfin, voilà, enfin, suivant les profondeurs à laquelle on pense aller, en fait. Donc, suivant les niveaux des gens aussi. Mais bon, généralement, soit les gens sont autonomes et ils plongent tout seuls avec, enfin, pas tout seuls, mais avec un binôme, en fait, ou un trinôme, soit ils sont encadrés, quoi. Voilà. Donc, s'ils sont encadrés, on les encadre tout au long de la plongée, que ce soit sur le bateau jusqu'à la remontée, quoi, en fait, hein. On les laisse pas vivre leur vie tout seuls, quoi. Là, Voilà. j'aimerais bien explorer un truc avec toi. Tu nous as dit la notion de binôme et de trinôme. Euh, Oui. Dans la notion de binôme et de trinôme, il y a aussi une notion de fonction. Euh, Oui, alors il y a toujours en fait, bon après, quand on est guide, voilà. Donc oui. là, le diplôme le qualifie en fait. Là, Là, il on est n'y a pas arrivé de, à la posture d'excellence. voilà. Donc c'est quelqu'un qui a déjà ce qu'on appelle, enfin, entre guillemets, un niveau 4 quoi, voilà, de guide de palanquet. Après, si c'est deux personnes qui plongent ensemble, généralement, bon, on n'impose pas comment on n'impose pas une capacité à une personne, mais il y en a souvent un qui prend le dessus sur l'autre, quoi. Voilà, Hmm. qui va mettre le parachute ou qui va gérer la descente et qui va gérer la remontée. Voilà, il y a toujours une personne dans une équipe qui prend le dessus, hein. Ça, c'est naturel, hein. Donc, C'est il y a la comme notion de leader qui arrive. il y Et a un leader qui est pas forcément dit, mais qui s'imposera lui-même, quoi. Voilà. voilà. Et ça, dans le monde de l'entreprise, tu le vois aussi ou pas? Ah oui, oui, clairement, il y a des gens qui sont leaders, qui vont aller de l'avant et ceux-là progresseront beaucoup plus vite parce qu'en fait, ils vont prendre des initiatives et et alors, il faut faire attention qu'ils n'emmènent pas les autres sur des milieux où glissants et que les gens ne maîtrisent pas, mais parce qu'en fait, c'est toujours pareil aussi dans le monde de la plongée, il y a des gens qui sont un peu leaders, qui sont téméraires plus que d'autres. Et eux, ça va passer, mais si les autres n'ont pas le niveau, ça passera pas. Donc, eh ben, c'est pas parce qu'une personne est motivée et leader que les autres doivent forcément la suivre s'ils n'ont pas les compétences, quoi. Ok, ça c'est intéressant. Alors, du coup, ça m'amène à une autre question. Et là, on va repartir dans l'angle de la plongée, parce que
du coup, tu es, instructeur, tu es guide de palanquée. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton expérience de plongée où tu as dû prendre des décisions un peu difficiles qui ont influencé le cours des choses? C'est-à-dire peut-être une remontée ou peut-être de changer. Alors, oui, je me souviens d'une plongée souterraine où on était parti avec un binôme et le binôme était persuadé que c'était dans un sens qu'il fallait aller et moi dans l'autre sens, quoi. Et donc là, à un moment donné, bah, je me suis posé, je me suis dit non, je suis certain que c'est dans ce sens-là et c'est moi qui ai raison. Hmm. Et j'aurais pu avoir tort, hein, voilà, mais j'ai essayé de poser les éléments et j'avais raison. Voilà. Ok. Donc là, ça a complètement influencé. Euh, Donc en fait, j'ai pris le leadership et je lui ai dit non, c'est par là et on part par là. Et voilà. Et après, il y a des éléments hein, dont on a des flèches, on a plein de. Mais sur le coup, ça fait un peu bizarre quand il y en a un qui dit c'est dans un sens et que nous, on est persuadé que c'est dans un sens, quoi. Voilà. Ça, on est bien d'accord que ça n'arrive jamais dans le monde de l'entreprise. À aucun Euh, moment, Jamais. ça n'arrive. Voilà. Et donc, du coup, là, en fait, on fait le parallèle dans le monde de l'entreprise. Là, tu as fait une somme de... Tiens, explique-nous un petit peu la construction mentale que tu as eue à ce moment-là. Eh bien, il faut. Allô? Ouais. Oui, je suis là. C'est ça. Oui, il faut se. La première chose à faire, c'est de se dire je stresse pas, je me pose, entre guillemets, intellectuellement, hein, Hmm. et je réfléchis et j'analyse. Voilà. Et si on stresse, on peut plus analyser, ça devient contre-productif, hein, le stress est bien négatif. Hmm. Il faut toujours une petite part Oui. de stress parce que ça rend les gens plus comment on va dire, on va pas dans le danger. En fait, le stress permet de limiter nos conneries. Par Est-ce que contre, ça si serait presque le fait d'être plus dans le moment présent? Ce petit grain de stress positif te permet ouais, d'être focus? ben de se dire de garder le fait que ça peut être dangereux quand même et qu'il faut faire attention, c'est pas anodin. Hmm. Et le stress négatif, là, par contre, devient dangereux. Et de cette là, dans une situation telle qu'on a pu la vivre ou qu'on peut vivre dans d'autres situations, hein, voilà, c'est de se dire, voilà, je me pose, je réfléchis, j'analyse et après je prends mes décisions. Et pas prendre des décisions sans avoir pris un moment de pause. Et j'ai une anecdote d'un plongeur qui était parti il y a une trentaine d'années dans un siphon, euh, qui avait plus beaucoup d'air et qui était un peu perdu. Et en fait, il s'est dit, voilà, je me pose, je vais me poser, je vais me calmer, je vais attendre. Ces lumières étaient tombées en panne. C'était l'époque où on commençait la plongée souterraine. Donc, moi, j'ai pas vécu. Hein. C'est des anecdotes, en fait. Et ces lampes étaient éteintes et tout. Puis il s'est dit, ben voilà, si je pars dans n'importe quel sens, je suis mort. Donc, je vais attendre sagement. J'ai de l'air. Voilà, j'en ai plus beaucoup, mais j'en ai quand même. Mes collègues, à un moment donné, vont venir et je verrai leur lumière. Et s'il n'avait pas fait ça, bah, ses collègues, ils seraient peut-être venus, mais ils seraient peut-être partis dans l'autre sens. Hmm. Et il serait mort. Voilà. Alors que là, bah, quand il a vu la lumière de ses collègues, il a pu rejoindre ses collègues et ressortir tranquillement, quoi. Ok, donc Donc, l'importance, donc on est bien dans le sens où faut se poser, réfléchir, analyser et après on agit. c'est ça. Et ça, là, je pense que tu viens de nous transmettre quelque chose de super important que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup en entreprise, c'est le fait de réagir à chaud, tout de suite. Oui. Et Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. non. Parce que là, tu es en train de nous faire un lien. Moi, je voyais le lien tout de suite, c'est-à-dire l'énergie. Donc, c'est l'air que vous respirez. Vous avez Mhm. une autonomie. Et à un moment donné, il faut quand même se poser, quoi. Parce que si on part dans tous les sens,
Si on part dans tous les sens, on va surconsommer. Ah ben voilà, donc on va surconsommer, et puis si on surconsomme, ben, il va forcément à un moment donné manquer d'air, quoi. Donc Hmm. voilà, faut se poser, quoi. Là, tu nous fais un petit coup de placement de produit. Oui, désolé, mais j'ai le téléphone qui a plus beaucoup de batterie. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et donc, c'est super intéressant parce que c'est une clé pour diriger, pour transmettre sa vision. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'enseigne dans mon quotidien, c'est de construire et transmettre sa vision. Là, on est en plein dedans, en fait. On fait Mm, l'inventaire de ce qu'on a et on va construire sa vision, c'est-à-dire l'orientation. Quelque part, ce plongeur que tu nous racontes, il avait plusieurs orientations possibles. oui, Il a mm, décidé d'en prendre une parce que bah, il y a une caractéristique, c'est que bah, après, il a plus d'air. Mais si on fait le parallèle dans le monde de l'entreprise, euh, on gère des centres de profit, on gagne ou on perd l'affaire. mm. C'est exactement pareil, hein. La finalité. Ouais, ben, après, ça se transpose, hein, Hmm. l'entreprise, c'est, c'est pas. Enfin, il y a des transpositions facilement entre le sport et l'entreprise, hein. D'ailleurs, c'est souvent un peu couplé, hein. Les gens qui font beaucoup Oui. de sport, tout ça, sont souvent mieux en entreprise, hein. Bah, donc, du coup, tu as répondu déjà à l'autre question que je voulais te poser, c'était de nous donner une anecdote. Donc, tu l'as donnée. Euh, je vais revenir à quelque chose que tu as dit au départ, c'est-à-dire que la plongée t'aide aussi à entretenir. Il y a quelque part dans cette construction de ton état d'esprit, le fait d'avancer, d'apprendre, de toujours entretenir ça. Ça, pour toi, c'est hyper important, en fait, tu nous as parlé du côté scientifique, de la plongée, des Non, maths. en fait, oui, c'est la plongée, ça a plusieurs points positifs. On va dire déjà, c'est déstressant, mais enfin, voilà, je vous ai expliqué un peu tout à l'heure pourquoi. Euh, Comme on est très concentré, ben, ça déstresse un peu notre quotidien. C'est captivant parce qu'on voit beaucoup de choses, en fait. On voit des animaux, on voit des poissons, on voit beaucoup de faune et de flore. Peu de flore, mais beaucoup de faune. Et puis, c'est aussi enrichissant parce qu'on apprend beaucoup de choses sur la physiologie humaine, sur la physique, sur la physique des gaz, sur de la mécanique aussi. Donc, en fait, sur de la photo aussi, pour ceux qui font de la photo sous-marine, de la vidéo sous-marine maintenant, de l'archéologie, on apprend, quand on va sur les épaves, après, on se passionne un peu pour l'histoire de l'épave, donc ça nous permet aussi d'apprendre un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de notre zone de plongée, quoi, hein. Voilà, c'est c'est très varié en fait. Et ça, dans ton quotidien de chef d'entreprise, ça t'aide, en fait, d'avoir ce côté où tu t'ouvres à autre chose, tu vas chercher des connexions autre part. Enfin, dans ton quotidien de responsable de centre de profit, ça t'aide. Ben oui, ça m'aide au quotidien. Alors après, c'est pas directement, mais c'est indirectement Oui. la relation avec les gens, tout ça, la façon de faire, de prendre des exemples, de prendre des analogies, c'est très utilisé en plongée. Donc, ben voilà, on essaye de faire ça aussi dans le monde de l'entreprise, quoi, d'essayer de prendre des analogies pour bien faire comprendre aux gens pourquoi ou pourquoi pas, quoi. Voilà, c'est la plongée. Alors, je pense que c'est vrai dans d'autres sports, hein. Je n'ai pas pratiqué d'autres sports au même niveau, sauf du marteau qui est un peu différent. Mais j'ai pas enseigné d'autres sports. Voilà. Donc, Non, mais il y a un lien qui se crée parce que pour moi, il est logique, c'est il y a un lien de risque. Mm. Manger. Ouais, voilà. Bon, en fait, c'est un sport considéré un risque, alors qu'il n'est pas forcément un risque, hein. Il y a moins d'accidents en plongée qu'en vélo, hein, faut être honnête. Peut-être même moins qu'en football, hein. Hmm. Il y a très très peu d'accidents en plongée, puisqu'en fait c'est tellement encadré que justement ça limite les risques. Les gens sont très bien formés, les moniteurs sont très bien formés,
ils ont des examens, les examens sont encadrés, c'est pas par des copains, il y a une validation de plusieurs personnes d'un collège. Donc en fait, la plongée, c'est un sport à risque, elle est mal pratiquée. Voilà. Ça- Mais quand je dis le risque, c'est juste, vous avez mis le risque au centre et vous avez construit autour. Donc, vous avez fait de la gestion des risques et de l'anticipation. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est exactement pareil dans le monde de l'entreprise. Une C'est entreprise pareil. qui marche super bien, c'est une entreprise qui a mis le risque au centre et qui crée des scénarios et qui est capable d'interagir avec, pour moi. Et puis qui agit avant le risque, c'est-à-dire que Voilà. avant le problème, quoi. On agit avant le problème et on n'attend pas le problème, quoi. C'est un peu comme dans la maintenance, en fait. Si on Mmh. attend, si on attend d'avoir les pannes, eh ben, ça coûte plus cher que si on les anticipe. Et en plongée, c'est pareil. Si on attend d'avoir les problèmes, c'est la loi de Murphy. Ça va être beaucoup plus dangereux, quoi. Voilà, on aligne les trous, quoi. C'est super intéressant et je pense que ça va vraiment éclairer. Moi, ce que j'aime dans ces épisodes, c'est de revenir sur du pratico-pratique et du concret, en fait. Et là, tu viens de nous donner mais plein de choses. On pourrait en parler. Et je pense qu'on refera d'autres épisodes ensemble parce qu'il y a, il y a- il y a- ça serait intéressant d'aller, tiens, un jour, si t'es partant, d'explorer la loi de Murphy ensemble. Euh, C'est, c'est vraiment, pourquoi pas? ouais, c'est quelque chose qui pourrait être Ouais. très intéressant. En Euh, plongée, utilisé, hein. La One Murphy en plongée, c'est très utilisé parce qu'en fait, ben, c'est souvent l'enchaînement des catastrophes qui amène à l'accident. Au départ, c'est des incidents et si on en a plusieurs, ça amène à l'accident. Donc en fait, c'est très utilisé dans notre domaine, quoi. Voilà, donc ça, on va y revenir ensemble. Il y a quelque chose qui se dessine déjà dans mon cerveau. Euh, En fait, là, je voudrais te poser une question qui est simple. C'est quel conseil tu donnerais aux dirigeants pour développer leur vision stratégique? Par rapport à Euh, toute ton expérience de plongée, tu nous en as dit tellement. Là, je voudrais juste que ça soit toi qui nous choisisses un truc. Alors, tu peux. euh, c'est d'être déjà pédagogue pour faire passer ses opinions Hmm. et puis comment on va dire, d'être très, très, très technique pour pouvoir euh, pallier aux différents problèmes et faire adhérer les gens. Parce que si on n'a pas assez de technique pour faire adhérer les gens ne peuvent pas adhérer à notre projet, en fait. Voilà. Il y Ok, a beaucoup de dirigeants qui ont, à mon sens, de grandes compétences de gestion et pas forcément les compétences techniques. Alors, quand on est dans une très très grosse entreprise, c'est le cas. Il faut pas avoir forcément des compétences techniques parce qu'on a des managers qui vont le faire pour nous. Par contre, quand on est dans une PME, ben, je pense qu'il faut quand même garder l'optique d'avoir ces compétences techniques pour faire adhérer nos équipes, quoi. Voilà. ok. Donc, il y a la notion de pédagogie qui est très importante pour Mm. toi, euh, qui contribue à transmettre et construire la vision qu'a le chef d'entreprise. Et puis la notion de compétence, comme tu nous l'as super bien expliqué en fait tout au long de cet Mm. entretien, c'est-à-dire qu'il y a des étapes et il y a des paliers et on va passer les niveaux et une compétence va en emmener une autre, puis l'autre pour avoir une vision beaucoup plus globale, ce qui permet en fait pour toi de réduire un petit peu peut-être, là j'extrapole, mais les zones de stress, les zones de frottement avec les collaborateurs et cette pédagogie alliée à cette expérience et cette connaissance permet d'atteindre ce qu'on veut viser, en fait. C'est ça. Ouais. Mm. Et ça, enfin, franchement, de l'entendre d'une personne du quotidien qui l'utilise, ça n'a pas de prix pour moi. C'est-à-dire que on peut toujours s'inspirer des grands leaders. Enfin, ouais, super. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens et de partager cette vision du monde. Et je t'en remercie vraiment parce que Mm. cet entretien, c'est une mine d'or, en fait. À chaque moment où tu as parlé, tu nous as partagé ton mindset, ta construction, euh, des expériences du monde professionnel. Tiens, on aurait pu poser la question sous un autre angle. Comment ton monde professionnel a influencé ta pratique de la plongée? On aurait pu le voir sous cet angle-là aussi. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on est rentré dans la plongée pour aller vers
amener cette, de ramener au centre cette gestion des risques, C'est- couplée à la pédagogie et couplée à l'expérience, en fait, au sein. Et surtout depuis les années Covid, on va dire, entre guillemets, le management est encore plus difficile. Donc, faut être faut être assez proche de ses collaborateurs, quoi, voilà, pour les garder et pour les faire adhérer, quoi. Voilà. Et donc, du coup, tiens, ah bah, il y a une question qui me vient, c'est comment tu adaptes ta vision à ce changement qu'on est en train de vivre là, post-Covid? C'est pas facile. Je pense que les gens sont plus agressifs qu'il y a quelques années, hein. Je sais pas, on a sans doute tous mal vécu cette période, voilà. Et dans le management, c'est beaucoup plus difficile au quotidien, quoi. Donc, le fait d'aller plonger le week-end, c'est de se libérer, de se ressourcer, ça permet de reprendre la semaine avec une motivation et une sérénité qui permet d'aborder tous les problèmes, quoi. Voilà. Ok. Et donc, on en revient, en fait, au premier point qu'on a vu ensemble, c'est aussi de développer cette capacité à se ressourcer, en fait. Mm. C'est Euh, ça, ouais, c'est exactement ça. Moi, ce qui est assez effrayant, c'est je fais passer à beaucoup de dirigeants que j'accompagne, je leur fais passer un mindset map et, euh, et où ça blesse à chaque fois, où ça pêche à chaque fois, c'est sur la capacité à se ressourcer. Ouais, ça, c'est important. Ça fait partie on va dire, c'est les 80-20 du dirigeant, quoi. S'il n'arrive pas à se ressourcer, il va rentrer dans le stress, et il va être un peu aigri, et de ce fait-là, les équipes vont plus le suivre. Faut avoir cette sérénité et puis se dire, voilà, ben, nous, on est là pour écouter et pour gérer les problèmes, entre guillemets. Donc, si on faut arriver à faire le vide dans sa tête toutes les semaines, au moins, pour repartir du bon pied, quoi. Eh ben, merci vraiment pour tout. Pour terminer, je sais pas, tu as une anecdote à nous partager, un truc qui viendrait rajouter la petite cerise sur le gâteau de cette super entretien qu'on a eu aujourd'hui, ou une pensée, ou quelque chose qui pourrait... Ouais, alors, bon, dans les anecdotes, on va dire un peu comiques, on a beau être très à l'aise dans un milieu, hein, comme moi je peux l'être en plongée, dans des profondeurs qui sont relativement correctes, on va dire, pour la plongée de tous les jours. Il m'est arrivé une fois de guider deux plongeurs niveau 2, donc des gens qui ont déjà un bon niveau de plongée, mais qui, voilà, et on se baladait à 30 mètres de fond dans une visitée qui était pas trop au top, hein, ce qu'on peut avoir de temps en temps en Bretagne. Et puis là, j'ai senti ma PAM partir en arrière, qu'on me tirait dessus comme ça. Et en fait, je me suis retourné, hein, ça, forcément, l'adrénaline est montée d'un coup. On peut s'imaginer, on est avec quelqu'un et puis à 30 mètres, il y a un truc qui vous tire la jambe d'un coup. Et en fait, quand je me suis retourné, j'avais le rostre du dauphin sur mon masque. Et en fait, c'était un dauphin avec qui enfin, déjà joué. Enfin, je le laisse faire, hein, je vais pas l'embêter, mais c'est s'il vient, ben voilà, on le laisse venir. Et là, il voulait jouer, donc il m'avait tiré la palme, et après, il venait me voir dans les yeux, là, voir ma réaction, quoi. Et ben, je peux vous assurer que ça fait tout drôle, mais en même temps, c'est un moment inoubliable, quoi. Voilà, Et tiens, c'est dans les... tiens, alors là, c'est génial parce qu'on est dans une situation un petit peu de stress. Ah ben, carrément de stress, ouais, c'est... Voilà, c'est... Qu'est-ce que tu as mis en place? Ben là, en fait, on a le temps de rien mettre en place parce que là, c'est un stress, on va dire, réflexe. Donc, on vous tire la jambe, enfin, on se retourne pour voir ce qui tire la jambe déjà. Voilà, là, je veux dire, on n'a pas le temps de mettre en place. Là, c'est un réflexe humain basique, quoi. Voilà, Ouais, mais après, qu'est-ce que tu fait? Eh T'as ben, fait des choses. j'ai vu que c'était un dauphin, ben, ça décontracte, hein. Voilà, ça serait pas le cas si c'était un requin, même si j'en ai déjà vu beaucoup en plongée. Le requin n'attaque pratiquement jamais des plongeurs en bouteille. Voilà, c'est plutôt des nageurs. Et encore, celui qui sait bien nager, même en apnée avec les requins, il n'y a pas de problème. Mais
Le dauphin, lui, on sait qu'il est inoffensif. Donc, bon, bah, voilà. Après, on le laisse faire sa vie comme tout animal sauvage, quoi. Voilà, Du coup, là, tu viens de nous donner une clé. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une notion aussi de lâcher prise sur la Mm. situation. Une fois qu'on a passé à la situation de stress, euh, il y a le fait de... Le problème du lâcher prise, c'est notre sentiment de contrôle tout puissant sur la situation. Et là, tu viens de nous donner un truc. C'est-à-dire, une fois que tu as passé la période anxiogène, tu as laissé prise, lâché prise sur la situation et tu as laissé le dauphin interagir avec toi. Voilà, bon, après, euh, pour éviter tout problème, parce qu'on voyait bien qu'il était quand même un peu énervé ce jour-là, hein, il m'avait tiré la palme quand même, puis il se rapprochait. Bon, voilà. On a un peu écourté la plongée pour qu'il n'y ait pas de risque, voilà, parce qu'un dauphin, ça reste quand même un animal sauvage, hein, il fait 200 kilos, donc bon, on a déjà vu des gens se faire mordre ou des choses comme ça. Surtout que celui-là, il est assez connu, hein, c'est un dauphin qui est seul, donc il se rapproche de l'homme parce qu'il s'est fait éjecter de son groupe. Et il peut avoir des comportements des fois un peu bizarres, quoi. Voilà. Il n'est pas agressif en soi, mais faut quand même rester sur ses gardes, quoi. Voilà. Donc, en fait, on en revient à ce que tu nous disais avec le plongeur tout à l'heure, avec ses lampes et tout, c'est on se pose, on évalue et on prend la décision, en fait. Voilà. Euh, Merci beaucoup de cet échange qui est pour moi hyper enrichissant. Bah, Euh, c'est moi qui te remercie, Julien, et puis bah, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire une belle plongée ensemble ah oui, prochainement, quoi. ah oui, oui, ça c'est sûr. Et j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Je mettrai en lien les coordonnées de Fabien pour qu'il puisse répondre à toutes vos questions sur le mindset du dirigeant, la gestion des risques, tout ça. J'espère vraiment que cet épisode va vous inspirer, ouvrir d'une façon pratico-pratique avec toutes les clés que Fabien nous a dit aujourd'hui, tout son savoir, toute son expérience. Moi, j'ai pris énormément de plaisir et je vous dis à très bientôt. Et encore merci Fabien de cet échange et de tout ton savoir. Pour moi, ça n'a pas de prix. Merci à vous de m'avoir écouté, et puis à très bientôt. À très bientôt.